Bonjour, bienvenue à cette série de 4 capsules sur la rédaction de la problématique. Je me présente Priscilla Boyer, je suis professeure au département des sciences de l'éducation et je m'intéresse à l'apprentissage du français et de l'écriture. Alors c'est comme ça que tout naturellement, je me suis intéressée à l'apprentissage, si on peut dire, de l'écriture, mais en contexte de cycle supérieur par les étudiants de maîtrise et de doctorat. Donc, c'est à ce titre que je me présente parmi vous aujourd'hui pour parler de rédaction de la problématique. C'est un enjeu assez particulier. Je sais que c'est un défi aussi pour les étudiants. Ces capsules s'adressent vraiment à des étudiants de toutes les disciplines, que ce soit des sciences humaines ou sociales, particulièrement, c'est certain, mais aussi toutes disciplines qui nécessitent de rédiger une problématique, même les sciences de la santé ou parfois les sciences pures. Je vous convie à cette série de 4 capsules. La première aujourd'hui va porter plus spécifiquement sur la notion de genre discursif, qui est une notion, certes, une notion de didactique, si vous voulez, mais qui va nous aider à comprendre, en fait, et nous donner des pistes pour la rédaction d'une problématique. Alors déjà, on va clarifier quelques notions ensemble. On parle souvent, dans une problématique, de problème, de problématisation, de situation problématique. Donc, il y a plein de termes qui gravitent autour de cette notion qui nécessitent, disons, clarification. Qu'est-ce que ça veut dire, une problématique? Qu'est-ce que je fais quand je rédige une problématique? Qu'est-ce que c'est un problème? En quoi ça peut être différent de la problématique? Donc, on va clarifier ça ensemble aujourd'hui. D'une part, il y a des problèmes, on en a partout, là, dans la vie de tous les jours, on en rencontre dans tous les domaines, et ça n'en fait pas pour autant des problèmes de recherche. Donc, on peut très bien avoir, par exemple, des intuitions comme étudiant, avoir vécu des expériences dans notre milieu de travail. Parfois même, ça te fait recommander certaines situations, certains problèmes. Bref, on est comme alerte et au courant qu'il y a quelque chose qui pourrait nécessiter notre intérêt pour pouvoir faire une recherche sur le sujet. Mais comme je le dis, ce n'est pas tout à fait suffisant. À partir de ce moment-là, s'enclenche par l'étudiant tout un processus de lecture, de réflexion, de discussion avec son directeur ou même avec ses collègues dans les cours, et aussi un processus qui implique de l'écriture, qui fait en sorte que progressivement, le problème commence à se transformer et à devenir un véritable problème de recherche. Et qu'est-ce que ça veut dire devenir un problème de recherche? Bien, dans le fond, c'est aussi simple de dire que c'est de prendre un problème que les autres experts de la discipline vont juger valable dans la situation. Ils vont juger ce problème-là réalisable et c'est un problème qui appelle une réponse, disons, scientifique. Je mets scientifique entre guillemets, mais une réponse vraiment par une recherche menée dans le cadre d'une maîtrise ou d'un doctorat. Donc, dans tout ça, j'ai parlé de situation problématique, j'ai parlé de problématisation, j'ai parlé de problème de recherche, mais où se situe la problématique? Bien, la problématique, c'est la mise en scène d'un processus de problématisation. Ce n'est pas du tout celui que vous avez suivi, d'aucune façon. En fait, c'est celui par lequel vous voulez que votre lecteur passe, pardon. Ce que vous avez fait comme chercheur est complètement différent. On voit dans l'image qui est affichée à l'écran que le processus de recherche, le processus de l'étudiant a eu des allers-retours constants, mais lorsque on parle ou lorsque l'on écrit, on semble avoir tout réglé, les problèmes, et tout se passe très, très bien. Alors, c'est ça que vous devez comprendre, c'est que votre problématique, c'est un produit fini que vous donnez à lire à votre lecteur. C'est une construction, en fait, de l'esprit qui est pas du tout liée au véritable processus de la recherche par lequel vous avez suivi. Bien que dans certains cas de certains types de recherche, on essaie d'être un peu plus fidèle à ce processus de recherche-là, il reste que c'est toujours une construction. Et qui dit construction, dit code, et règles. Donc, c'est ce qu'on va explorer ensemble avec la notion de genre textuel. Mais je reviens un peu en arrière pour vous parler de la légitimation de votre projet de recherche. En fait, la problématique, ça va vous permettre de présenter une situation que vous allez décrire, une situation dans votre domaine ou dans votre discipline, et le problème va émerger de cette situation-là au terme
au terme de votre problématique. Mais pour que le lecteur soit d'accord avec vous, si vous voulez, pour qu'il embarque dans votre projet, pour qu'il trouve que votre projet est valable, votre problème de recherche doit respecter un certain nombre de critères. En fait, le lecteur doit être capable d'y retrouver une pertinence scientifique, donc dans le champ disciplinaire dans lequel ça s'inscrit, mais aussi une pertinence sociale, éducationnelle, donc une pertinence qui est liée à votre champ disciplinaire. Dans mon cas, en éducation, on doit démontrer la plupart du temps, hein, je dirais à 99% du temps, une pertinence éducationnelle. Donc, ça doit être un problème qui est actuel dans le champ disciplinaire, quelque chose qui est en discussion parmi les experts à l'heure actuelle. Ça doit être un problème qui n'a pas trouvé jusqu'à présent de réponse, hein? Donc, ça suppose que vous ayez une certaine connaissance des écrits scientifiques dans votre discipline pour pouvoir être certain d'avoir mis le doigt sur un problème, disons, sans réponse. Et je précise que ça doit aussi être un problème qui a un potentiel réaliste de recherche. Alors, un petit peu trop souvent, je rencontre des étudiants qui ont des idées de grandeur, puis c'est naturel, c'est normal en début de projet, où ils ont envie de révolutionner le monde. Et plus le projet avance, plus ils lisent, plus ça se concrétise et les étapes deviennent un peu plus précises et concrètes, et les actions à poser concrètes, bien là, le projet rapetisse et devient un peu plus raisonnable, donc faisable. Et c'est connu, il y a quand même des étudiants qui abandonnent leur maîtrise ou leur doctorat parce qu'ils n'ont pas été capables, disons, de réduire cette quantité de travail-là. Donc, ça doit être faisable en l'espace de quelques années. Vous garderez vos grands projets d'envergure pour lorsque vous serez professeur. À ce moment-là, vous aurez des équipes de recherche, de l'argent, puis vous pourrez faire votre projet comme bon vous semble. Ceci dit, attention aux traditions disciplinaires. Donc, selon certaines disciplines, les critères pour lesquels un projet est valide ou pas va varier. Et vous allez m'entendre dire ça souvent tout le long de ces 4 capsules-là, parce qu'évidemment, je ne suis pas spécialiste des sciences infirmières, d'ergothérapie, je ne suis pas spécialiste de sciences humaines, histoire, etc. Donc, chaque discipline a ses normes, a ses cadres dans lesquels on espère, disons, que les étudiants s'inscrivent. Alors, il faut vraiment porter attention à cette dimension. Donc, comment construire une problématique? Bien, je viens de le dire, mon problème, c'est que je ne peux pas vous dire directement comment vous devriez construire votre problématique. Par contre, je peux vous donner des guides qui vont vous aider à lire des problématiques dans votre discipline et à être capable, à être un peu plus alerte pour pouvoir les analyser et identifier les caractéristiques propres à votre discipline. Et à ce moment-là, vous serez peut-être davantage en mesure de pouvoir rédiger la vôtre. Et c'est pour ça que j'utilise le concept de genre discursif. Donc, c'est quoi un genre discursif? Bien, dans le fond, vous en connaissez plein des genres discursifs, ceci étant dit. C'est une représentation modélisée de textes, de discours qui ont été écrits ou oraux, là, c'est pas nécessairement lié à l'écriture directement, et qui sont fondés sur un corpus quand même assez conséquent. Donc, je vous ai donné la définition de Chartrand, Emery-Bruno et Sénécal, mais ceci étant dit, retenez surtout qu'il s'agit d'une représentation modélisée. Je vais vous donner un exemple concret, je pense que ça va vous aider à figurer. Tout le monde connaît le conte traditionnel. Et si je vous pose la question, mais comment faites-vous pour reconnaître un conte d'un autre genre de texte? Bien, probablement que vous allez me donner certaines informations comme, par exemple, le conte commence par « Il était une fois », c'est des personnages stéréotypés, ça va s'adresser à des enfants, ça raconte une histoire, ça se termine par une morale, etc., etc. Il y a donc plusieurs caractéristiques au conte. Et on connaît très bien des contes qui dérogent à ces caractéristiques-là ou à certaines de ces caractéristiques-là, mais qui correspondent à d'autres, ce qui fait en sorte qu'on ne se trompe pas malgré tout et qu'on est capable de les identifier comme des contes. Et on trouve aussi des textes qui sont un peu plus en périphérie où là, on se demande, mais coudonc, est-ce que c'est un conte, ça, ou pas? Est-ce que c'est une nouvelle? Et là, on a des hésitations. Mais c'est exactement la même chose pour une problématique. Donc, la problématique, on est capable de la reconnaître, même si on n'est pas spécialiste d'une discipline, parce qu'elle a certaines caractéristiques. Quelles sont les différentes caractéristiques qu'on peut identifier? C'est ça que je vais vous amener
à regarder aujourd'hui avec moi. D'abord, les caractéristiques les plus importantes, ce sont des caractéristiques communicationnelles. Qui a écrit le texte? À qui s'adresse-t-il? Quelle était son intention quand il a écrit le texte? Quel est le sujet du texte? On a des caractéristiques d'ordre plus textuel. Hein? Comment se structure le texte? Quelle est sa longueur? Est-ce qu'il y a des sous-titres? Est-ce qu'il y a des passages argumentatifs, descriptifs? Est-ce qu'on explique quelque chose? Donc, comment le texte se structure? On a des caractéristiques sémantiques. Pensez tout simplement aux mots, aux expressions qui sont utilisées à l'intérieur d'une problématique. On va avoir des caractéristiques grammaticales. C'est quoi les types de phrases, les sortes de phrases? Vous ne pensez pas que vous auriez encore à faire de la grammaire à l'université, mais oui, on va continuer à en faire. Donc, il y a des caractéristiques typiques d'une problématique qui relèvent des caractères de la grammaire en tant que telle. Et il y a aussi des caractéristiques graphiques et visuelles. Dans le cas d'un discours oral, on aurait également des caractéristiques d'oralité à la place des caractéristiques graphiques. Donc, on peut retrouver tout ça. Alors, comment faire un petit peu de ménage là-dedans? Mais je l'ai dit tantôt, le plus important, ce sont les caractéristiques communicationnelles. Et c'est ce dont on va parler en particulier dans cette capsule-ci. Ce sont les plus importantes parce qu'elles vont donner le ton pour toutes les autres caractéristiques qui vont découler de celles-ci. Je vous invite donc à aller regarder avec moi aujourd'hui. À partir de ce schéma, on va se promener puis on va voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces caractéristiques communicationnelles pour nous aider à rédiger concrètement. Alors, d'une part, je pars du contexte. Ce n'est pas n'importe quel texte que vous avez à écrire. C'est un texte qui s'inscrit dans un contexte institutionnel. Il va servir, ce texte-là, à la sanction de vos études. Vous avez donc des lecteurs, éventuellement, qui seront des évaluateurs. Le contexte de sanction des études est particulier à la maîtrise et au doctorat, mais sachez qu'à peu près toute production scientifique, aujourd'hui, doit être évaluée par les autres. Donc, le contexte de sanction, sans être la sanction des études, mais le contexte de validation par les pairs est vraiment propre à la communauté scientifique. On va retrouver cette dimension-là, même lorsque j'écris un article scientifique, là, j'ai des gens qui vont m'évaluer, si vous voulez. Donc, c'est un contexte particulier, un contexte d'évaluation. Évidemment, qui écrit? Mais lorsque moi, j'ouvre un mémoire ou une thèse de doctorat, je sais que c'est un étudiant qui a écrit le travail. Donc, qui est cet étudiant? Dès que je commence à lire la problématique, je suis en train de m'en faire une image de cette personne. Qui est-elle? Pourquoi est-ce que cet étudiant-là écrit sur la schizophrénie ou le syndrome de la Tourette? Pourquoi est-ce que cet étudiant-là écrit sur la relation entre les parents et les éducatrices en garderie? Donc, quelle est sa part de subjectivité à l'intérieur du projet? Quelles sont ses compétences? Qu'est-ce qu'il connaît du domaine? Hein? Sachant que c'est un étudiant de maîtrise, c'est un étudiant qui est en appropriation d'un domaine disciplinaire. Un étudiant de doctorat est un peu plus solide déjà, puis ce n'est quand même pas encore tout à fait un chercheur aguerri de nombreuses années. Quelle est son intention? Donc, pourquoi vous écrivez votre thèse ou votre doctorat? Puis là, je vais être encore plus précise. Pourquoi est-ce que vous écrivez la problématique? Donc, à quoi ça sert? Quelle est votre visée? Et c'est là que tout part, en fait. Parce que la visée principale de la problématique, c'est une visée argumentative. Votre objectif, c'est de convaincre votre lecteur que ce que vous décrivez comme situation problématique est valable pour votre discipline. Donc, vous êtes en train de le persuader, vous êtes en train de l'amadouer et vous allez mettre en œuvre beaucoup de procédés argumentatifs pour obtenir ce que vous voulez. Donc, cette intention de communication, c'est intéressant parce que, oui, elle est argumentative, mais en même temps, elle est objectivante, dans le sens où vous essayez de faire en sorte que votre projet acquiert, disons, une valeur à l'extérieur de votre subjectivité ou à l'extérieur de vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de subjectivité dans votre projet de recherche parce qu'aucun projet de recherche n'échappe à cette dimension, évidemment. Mais il y a
on tente tout de même d'essayer de s'extraire de ce projet-là pour qu'il ait de valeur pas seulement pour nous, mais pour d'autres personnes, pour nos lecteurs, pour les experts de la discipline. Donc, il y a une espèce de double visée qui peut parfois être paradoxale, même rentrer en conflit. On va le voir particulièrement dans la capsule carte, là, qu'on va parler du positionnement de l'auteur ou de l'autrice. Et finalement, bien, on a un lecteur. Qui est-il? Bien, mine de rien, lorsque vous écrivez une thèse ou un mémoire de maîtrise, même si vous êtes doté des meilleures intentions du monde, probablement que les praticiens de votre domaine n'iront pas lire votre mémoire ou votre thèse. Il y en a qui vont le faire, mais on va probablement plutôt se reposer sur des articles de vulgarisation scientifique. Donc, qui va lire votre projet? Bien, ça va être d'autres chercheurs, d'autres experts du domaine ou d'autres étudiants, mais en particulier vos évaluateurs. Donc, vous écrivez aussi pour ces experts qui ont été jugés pour pouvoir évaluer votre projet. Donc, le lecteur qui va vous lire, c'est pas dans un rapport de force là, que ça s'établit, où vous êtes en position de maîtrise, puis lui apprend quelque chose. C'est plutôt dans un rapport de symétrie relative. Donc oui, on apprend toujours quelque chose en lisant, mais on est un pair. Et ce que ça veut dire, c'est que notre lecture est beaucoup plus critique. On peut remettre en question, on est beaucoup plus actif, en fait, au niveau de notre lecture, parce qu'on a lu, nous aussi, d'autres experts du domaine. Donc, on a ce regard-là quand on lit. Je dis « on » parce que très souvent, ça m'arrive d'évaluer des projets, évidemment. Finalement, tout ça, ça se passe où? Bien, ça se passe sur un support qui est écrit. Ça semble une évidence de dire ça, mais ça a des conséquences pour la communication. Parce que comme le support est écrit, ça veut dire que la communication, elle n'est pas fluide, ou on ne peut pas s'assurer en temps réel d'imprécision. Ah, ben là, je vois que tu n'as pas compris telle chose. Attends, je vais mieux te l'expliquer ou je vais mieux te l'illustrer. Elle est différée, la communication. Vous devez anticiper. Vous devez anticiper les bris de compréhension de votre lecteur. Vous devez anticiper ses contre-arguments, les objections qu'il pourrait émettre quand vous allez avancer tel ou tel argument. Et donc, en anticipant, vous allez présenter, disons, vous allez prévoir en fait des contre-arguments à son propre argumentaire. Donc, vous allez vraiment vous préparer pour bien défendre votre projet. Alors, le fait que ce soit un support écrit, ce n'est pas négligeable. Sans compter que ça suppose évidemment la maîtrise de l'écrit, mais ça, c'est un tout autre domaine. Donc, nos caractéristiques communicationnelles, on les a clarifiées. Sanction des études, un étudiant qui rédige, des pairs qui lisent. L'intention est une intention argumentative, mais aussi descriptive. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les autres caractéristiques? Bien, forcément, sur le plan textuel, on a un texte argumentatif. Comme en 5e secondaire. Mais beaucoup plus compliqué, on s'entend. Donc, c'est un texte où on défend une thèse, j'y reviendrai sur cette notion de thèse, où on défend en fait notre projet, on défend la validité de notre problème de recherche à notre public, et donc on va utiliser de nombreux procédés argumentatifs, mais aussi des passages descriptifs et explicatifs. Sur le plan sémantique, quelles sont les caractéristiques qui sont particulières? Bien, évidemment, on va retrouver du vocabulaire spécialisé. Ça, c'est l'un des défis des étudiants qui commencent, c'est de bien comprendre ce que veulent dire les termes dans leur discipline. Et il y a beaucoup de termes apparentés, mais qui, dans le fond, ont des sens différents. Il faut les apprendre, il faut prendre du temps pour clarifier les concepts. Ce n'est pas juste une question de lire dans le dictionnaire ce que le terme veut dire, là. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, on va retrouver du vocabulaire spécialisé, mais ce qui est intéressant pour moi, qui aime analyser, disons, de façon transdisciplinaire, c'est qu'il y a aussi du vocabulaire transdisciplinaire. Donc, hypothèse, question de recherche, examiner, impact, effet, etc. Il y a plein de termes qui sont utilisés dans plein de disciplines. Et parfois, ces termes-là recouvrent des sens différents d'une discipline à l'autre, ce qui n'aide pas à la compréhension nécessairement, mais on va retrouver ça. Évidemment, sur le plan grammatical, à cause de la visée objectivante dont j'ai parlé tantôt, d'essayer de s'extraire de son projet, on va retrouver dans beaucoup de mémoires et de thèses ce qu'on appelle de l'effacement énonciatif. Donc, on va avoir des phrases impersonnelles, on va avoir des phrases passives, on va avoir une absence de pronoms comme « je » ou « nous », le moins possible à tout le moins. On va aussi retrouver, par exemple, du présent intemporel.
On utilise du présent alors que c'est une action passée qu'on a effectuée dans la recherche. Mais lorsqu'on est en train de rédiger notre thèse ou notre mémoire, bien, on s'en tient généralement à un présent qu'on dit intemporel. Donc, il y a toutes sortes de caractéristiques comme ça qui vont être intéressantes à observer. On va avoir le temps dans les capsules d'en aborder quelques aspects. Et je termine sur les aspects graphiques et visuels. Les normes de présentation, comment je rédige une bibliographie, comment j'en rends compte à l'intérieur de mon texte. Mon conjoint est en mathématiques, lui, c'est avec des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5. Dans mon cas, on est auteur-date. Dans d'autres, ça va être une note bas de page. Bref, ce sont des normes différentes d'une discipline à l'autre. Il faut les connaître pour sa discipline et les apprendre à bien les utiliser. Ça peut être aussi l'insertion d'images, c'est plus rare, mais c'est possible, l'insertion de graphiques, l'insertion de schémas, les marges, bref, tous ces détails qu'on va retrouver dans les cahiers de normes de présentation pour les mémoires et les thèses. En conclusion, qu'est-ce qu'on doit tirer en fait de cette capsule-là? Ou qu'est-ce qu'on doit retenir? Dans le fond, la problématique, dans sa forme, ce sont des codes. C'est une question vraiment qui doit être analysée avec les connaissances que vous avez de votre champ disciplinaire. La présence même d'une problématique n'est pas requise dans toutes les disciplines où elle n'est pas rédigée de la même façon, où on n'a pas tout à fait les mêmes buts. C'est à vous vraiment, avec votre directeur de recherche, de vous informer à ce propos pour reconnaître, disons, c'est quoi le modèle qui est utilisé dans votre discipline. Et une fois que vous serez en maîtrise de ça, bien là, vous pourrez prendre la décision, est-ce que vous transgressez les codes de votre discipline, jusqu'à quelle mesure d'ailleurs, ou est-ce que vous vous conformez à ces codes-là? C'est une décision qui vous appartient, mais elle sera prise en bonne connaissance de cause. Voici ce qui clôt la première capsule. Je vous remercie de votre attention et puis j'espère que vous poursuivrez l'écoute des 3 capsules suivantes.